A primeira geração de antropólogos franceses foi formada nos anos 30. Teve em comum um museu de etnografia, depois transformado em Museu do Homem, o trabalho de campo na África e principalmente o aprendizado com um dos fundadores da antropologia na França, Marcel Mauss. Muitas mulheres faziam parte desse grupo dos anos 30. Em nossa pesquisa descobrimos que havia mais de 20 mulheres participando nas principais instituições científicas da época, como a Société des Africanistes. Mademoiselle Hamburger, Solange de Gannet, Thérèse Rivière, Jeanne Jouin, Hélène Gordon, Béatrice Appiah, Marthe Kunz, Alice Bauer-Kelly, Gabrielle Zelter, Deborah Lefschitz, Denise Paulm, Germaine Deterlin e Germaine Tillion. Essas últimas três foram ouvidas e filmadas por nós em Paris entre 1997 e 1999. Deterlin, já enfraquecida, foi a única que preferiu não gravar imagens, nos autorizando a usar as imagens de outros filmes. Todas falaram de Mauss, o sobrinho de Durkheim, com admiração consagrada aos grandes mestres. É incontestável a atualidade do pensamento de Mauss, tal como atestam os inúmeros livros publicados recentemente em torno do seu mais famoso artigo, o Ensaio sobre a Dádiva. Em um mundo de desigualdades econômicas tão marcantes como o nosso, a releitura do paradigma da dádiva anuncia outras possibilidades de relações sociais que não as marcadas pelo lucro e pela desigualdade. Il était alsacien et son pays, et sa famille avait fui l'occupation allemande. Une partie de sa famille était partie d'Alsace et de Lorraine au moment après la guerre de 14, qu'il avait faite d'ailleurs et qu'il racontait quelquefois. Alors, pour parler de Mauss, ça a été absolument pour moi fondamental, parce que c'est lui qui a ouvert devant moi ce monde absolument prodigieux de la recherche humaine sur l'homme. Parce que lui parlait d'une façon tellement ouverte de tout, que c'était comme si le monde s'ouvrait. Et alors que j'avais suivi des quantités de cours fort intéressants, certainement, dans ma vie, jamais personne ne m'avait ouvert un terrain pareil. Il avait une culture extraordinaire et en même temps, à la fois moderne et ancienne. Il lisait dans beaucoup de langues. Je l'ai trouvé en train de lire du hollandais, alors que le l'anglais, bien entendu, l'allemand, nous ne parlons pas. Le français impeccable. En plus, Mauss c'est quelqu'un qui avait très peu voyagé, mais fait la guerre. Il avait donc une expérience d'homme. Je n'ai pas commencé par être l'élève de Mauss, j'ai commencé par travailler bénévolement pour aider Georges Rivière à créer le musée de l'homme. Et à cette époque-là... Et puis, à cette époque, c'était 29 ou 30, est arrivé ce qui a été la chance de ma vie, qui a été une grande dépression économique. Ah oui, votre chance. Mais oui. Pourquoi? Eh bien, à ce moment-là, on a beaucoup licencié de personnel, n'est-ce pas? Et j'ai fait partie dans le coup. Donc, je me suis retrouvé n'ayant plus de travail. Enfin, c'était pas dramatique du tout, parce que j'habitais chez mes parents, il n'y avait pas de problème, au fond. Ça. Donc, je me suis trouvé avec beaucoup de temps libre, ce qui était une chance. À ce moment-là, j'ai donc pensé qu'il fallait faire de l'ethnologie, que l'ethnologie était quelque chose de passionnant, et qu'on ne pouvait pas, d'ailleurs pas faire de préhistoire sans faire de l'ethnologie. Et c'est la raison pour laquelle et le cours de Mauss était en plus passionnant. Et c'est ainsi que, dans les couloirs de la faculté, un jour, j'ai vu une affiche de l'Institut d'ethnologie qui annonçait un cours de droit primitif donné par M. Marcel Mauss. Et donc, je décidai d'aller au cours de ce professeur dont le nom ne me disait rien. Et c'est ainsi que je suis allé donc suivre les cours de Marcel Mauss.
Et rien ne m'avait préparé à ce que j'allais entendre. Je suis sorti du cours, je crois que je marchais sur des nuages, vraiment. Je veux dire, il y avait une liberté de propos à laquelle rien ne m'avait préparé. Donc, je décidais d'y retourner. Et l'enchantement, si je puis dire, subsista. Alors, les cours de mots, c'était très simple. Il y en avait 3 par semaine. Un, à l'Institut d'ethnologie à la Sorbonne et au Collège de France. Celui de l'ethnologie, c'était à l'école pratique des hautes études. Donc, il enseignait dans les 3 endroits. Un, à la Sorbonne, Sorbonne professorat. Un autre à l'école des hautes études, qui, comme vous le savez, côté à la Sorbonne aussi. Et tout le monde allait ensemble? Non, pas tous. Il y avait quelques-uns qui le suivaient. Il y avait quelques-uns qui le suivaient. On était généralement 2, 3. Passionnés de mots. Qui suivions Mauss, qui traversions par derrière et qui rentrions, qui allions le suivre à son cours du collège. Et il enchaînait sur le même sujet? Non, sur un autre sujet. Il préparait, par exemple, il y avait des sujets préparés. Il y avait des sujets préparés. Par exemple, aux hautes études, il pouvait y avoir aussi, ça changeait chaque fois. Et c'était des sujets bien différents? Totalement, oui. Un, c'était la méthode de l'ethnographie à la Sorbonne. Un autre, c'était la vie des gens sur le terrain. Alors c'est là qu'on parlait des Australiens. Et la troisième, c'était au Collège de France, ils faisaient un cours sur les sagas germaniques à l'époque. Vous êtes arrivé chez Mauss, il était déjà très connu à l'époque. C'était comment? Il était assez connu, il n'était pas très connu, mais j'ai été élève de Mauss. Pour vous donner, on était très très loin des chiffres actuels. Par exemple, Mauss avait beaucoup d'élèves, c'est-à-dire qu'on était tout de suite une vingtaine. On était, disons que la salle où travaillait Mauss était une salle qui était à peine plus grande que celle-ci, avec une table qui était 2 fois grande comme celle-ci, et nous étions une vingtaine autour de cette table. Mauss était à un bout, et les autres tout autour. Il se déroulait dans le grand amphithéâtre de l'Institut de géographie. Donc, c'était un amphithéâtre avec une estrade. Et le cours avait lieu, oui, 2 fois par semaine, en fin de journée. Il était annoncé, bon, comme devant durer 1 heure, en fait, très souvent, le cours se prolongeait, mais personne ne restait.